La commission de développement rural du Conseil national de transition dans la capitale de l'Or-Blanc au centre des échanges l'évolution de la campagne agricole 2022-2023. Comment stopper l'avancée du désert? Comment régénérer le couvert végétal? À suivre depuis Tombouctou la réponse dans le reportage de Yaya Tandina. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La phase de ratissage du dénombrement général de la population dans le cadre du 5e recensement général de la population de l'habitat s'achève dans les prochains jours. À quelques encablures de la fin de cette opération, une équipe de l'Institut national de la statistique a été reçue hier au Conseil national de transition. Il s'agissait pour les visiteurs du jour de procéder au dénombrement du ménage du colonel Maliki Diao, président du CNT. Reportage Yaya Konati. Dans la base de données du 5e recensement général de la population et de l'habitat figurent désormais des informations sur le ménage du colonel Malik Diao. Le président de l'organe législatif de la transition s'est en effet soumis ce mardi aux questions d'une équipe d'agents recenseurs conduite par le directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique. L'opération s'est très bien passée. Comme vous le savez, tout s'est fait dans la plus grande confidentialité. Donc ces informations me concernaient et concernaient tous les ménages. Le président du Conseil national de transition, qui figurait parmi les personnalités non recensées à cause d'un agenda très chargé, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette opération statistique. Comme vous le savez, le recensement est une opération de collecte des renseignements qui permet à l'État d'avoir des données fiables sur la population, l'habitat. Aujourd'hui, recevoir une équipe pour me faire recenser est un devoir de citoyenneté pour moi. L'Institut national de la statistique qui pilote ce 5e RGPH compte boucler la phase de ratissage du dénombrement général de la population dans les prochains jours. Nous avons pratiquement terminé avec les grands travaux. Nous sommes au niveau du ratissage. Vous savez que dans une telle opération, il y a toujours des poches. Et nous sommes en train de faire en sorte que tout le monde soit dénombré et puis qu'il n'y ait pas de double compte. C'est véritablement l'objectif principal que nous cherchons à travers cette opération. Il est à rappeler que le RGPH est une opération statistique majeure dont la finalité est de recueillir des données sociodémographiques fiables pour une meilleure planification du développement. Les premiers résultats de ce 5e RGPH sont attendus premier trimestre 2023. Sur le terrain maintenant, la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition CNT vient d'entamer une mission de supervision dans certaines zones de production agricole. La région de Koutiala est la première étape de cette visite. Dans cette localité, la mission a rencontré les responsables de la CMDT et les organisations paysannes. L'objectif est d'échanger avec tous les acteurs et bien sûr les difficultés et constater l'évolution de la campagne agricole 2022-2023 dans la cité de l'Or-Blanc. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly et Aboubakar Traoré. À Koutiala, les membres de la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du Conseil national de transition veulent, à travers cette mission, toucher du doigt les difficultés auxquelles les paysans sont confrontés. Cette tribune a permis d'échanger avec les responsables de la CMDT, les organisations paysannes, les cotonculteurs, les fournisseurs d'intrants et les services techniques du monde rural dans le cadre de la réussite de la campagne agricole 2022-2023. Occasion pour les organisations paysannes d'évoquer leurs difficultés et proposer des solutions de sortie de crise. Nous avons reçu cette délégation du CNT ce matin dans l'objectif de leur faire part des difficultés que nous avons reçues au cours de la campagne agricole. Le problème d'intrants. Nous n'avons pas eu d'intrants à temps. Même si cet intrant que nous avons reçu n'a pas été, une fois, la qualité n'était pas là et la quantité aussi n'était pas là. Et la solution que nous avons proposée à cette délégation, c'est de demander à l'État, à ceux qui s'occupent de l'approvisionnement, de tout faire pour que les producteurs puissent recevoir leurs produits au moment où on ramasse le coton. La campagne agricole s'est présentement bien installée à Koutiala malgré un démarrage difficile lié aux conditions pluviométriques.
La pluviométrie est presque normale et l'aspect végétatif des cultures est de nos jours très satisfaisant. Cependant, le grand problème qui perdure est le grand retard dans la mise en place des intrants agricoles. Au niveau de la filière Nord-Est Koutiala, j'avoue que la physionomie de la campagne, en tout cas, se présente très très bien. Les plans, en tout cas, évoluent normalement. Les champs sont bien entretenus, malgré qu'effectivement, il y a eu des difficultés de démarrage. Nous avons, avec l'enthousiasme des producteurs, les producteurs étaient décidés, ils étaient vraiment décidés à produire mieux. Et l'encadrement aussi était là pour les soutenir, pour produire mieux et se maintenir au rang de l'année dernière. Effectivement, il y a eu des difficultés. La question d'engrais est intimement liée à la qualité des fournisseurs. Alors, autant les soucis de l'État de donner la chance à tous les Maliens, autant ceux qui ont donné ces marchés n'ont pas été vigilants par rapport à la compétence et à la capacité de ceux qui ont eu les marchés. Et le grave, c'est que beaucoup de compétences et de potentiels sont mis à l'écart par rapport à ces processus d'approvisionnement. C'est une question délicate. Et malheureusement, c'est ce qui a fait souffrir les paysans et c'est ce qui a mis en danger la campagne. L'autre problème, c'était la menace en ce qui concerne la pluviométrie. Nous avons eu toutes les assurances que vraiment la pluviométrie a été très bonne. Et quand nous passions ici l'année passée, le problème majeur, c'était la question de sécurité. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toutes les interventions que nous avons écoutées n'ont pas posé le problème d'insécurité. Ça mérite d'être salué et ça mérite vraiment que nos femmes soient félicitées et les plus hautes autorités soient félicitées par rapport à cela. Malgré les difficultés, l'augmentation de la production est la résultante de l'utilisation à grande échelle des engrais d'amendement tels que le Fortinova et l'accès facile aux autres types d'intrants subventionnés. L'espoir demeure tout de même pour la réalisation d'une bonne campagne agricole 2022-2023. Auparavant, une visite de courtoisie avait été rendue aux autorités religieuses et coutumières de Miangala. Restons dans la même zone, dans le même sens. En troisième région pour la campagne agricole 2022, l'espoir est permis. Et au regard de l'état végétatif des champs, cela malgré quelques difficultés de démarrage. Assurance donnée par les services techniques dans ce reportage de l'ORTM Sikasso réalisé par Ségou Konaté et Amadou Dolo. Située au sud du Mali, la région de Sikasso est une zone d'agriculture par excellence. Ses sols et sa pluviométrie favorisent cette activité. Et les producteurs sont répartis entre plusieurs spéculations, de la céréaliculture à la cotonculture, en passant par les fruits et légumes. Pour la campagne agricole 2022, la tradition est toute respectée. La situation pluviométrique pour le moment est vraiment bonne dans l'ensemble. Actuellement, la quantité de pluie recueillie à Sikasso est de 887,3 mm, contre 891,7 mm l'année dernière. Cette année, il y a eu une très bonne répartition des pluies, donc dans le temps et dans l'espace. Face à cela, il y a eu des emblavures des cultures. Ce qui concerne le riz, les superficies emblavées sont dans l'ordre de 79 282 hectares. Ce qui concerne les cultures sèches, telles que le maïs, le mil sorgho et le fonio, qui sont les céréales de façon générale aussi, les relations sont de 544 272 hectares. Ces immenses superficies emblavées présentent un état physique assez appréciable. Cela malgré le retard constaté dans l'installation des pluies et des intrants. Vraiment, l'espoir est là pour le moment. Si quand même la pluviométrie continue à ce rythme où nous sommes, vraiment nous pouvons quand même s'attendre à une production. Par la grâce de Dieu, on peut quand même faire un petit ouf de soulagement ce qui concerne la campagne agricole de cette année. En fait, on a eu un début un peu tumultueux en ce qui concerne la pluviométrie. Et la pluie n'était pas tellement installée à convenance. Mais après encore, on a été confronté à l'appui du gouvernement qui est l'engrais subventionné, qui n'est pas aussi arrivé à temps. Bon, quoi qu'il en soit, après, on a vu que ces retards ont été corrigés à suffisance. Parce qu'on a reçu
une quantité d'engrais subventionnés. Ensuite, la pluie aussi a été au rendez-vous. Dans la zone cotonnière qui renferme Sikasso et Bougouni, où plus de 301 000 hectares de coton ont été emblavés sur 317 000 prévus, le constat est le même, malgré les menaces parasitaires. Je peux dire que la campagne de cette année, c'est une campagne atypique. Sur le plan pluviométrique, vraiment les pluies ont été régulières, du début jusqu'à maintenant. Donc vraiment, c'est une campagne sur le plan pluviométrique sans pareil, parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas connu un bon démarrage comme ça, et du début jusqu'à maintenant, sans poche de sécheresse. L'aspect végétatif est bon dans l'ensemble, mais on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux parasites. Il y a un type de parasite qu'on appelle le jacobiella, c'est un piqueur cicère, c'est un petit insecte qui est connu. Mais cette année, il y a eu une population de cet insecte au niveau des parcelles de coton. Quant au programme maïs, sorgho, petit mil, fourrage et soja, les prévisions ont été largement dépassées et l'espoir est permis. L'espoir est là parce qu'on va continuer à nous battre pour éliminer l'ennemi. La direction d'ailleurs a commandé spécialement d'Italie un produit qui est très efficace contre cet insecte. C'est même venu. Donc dès maintenant, on va mettre ça à la disposition des producteurs. Ce produit, normalement, doit pouvoir indiquer l'évolution de ces parasites-là. Le message que j'ai, quand il y a une situation particulière, il faut des mesures particulières. Donc il ne faut pas que les gens se fient au système de traitement classique pour dire que vraiment, après le 35e jour, on fait chaque 14 jours un traitement. Non. L'IR nous a recommandé de faire un traitement tous les 7 jours, chaque semaine. Donc il faut que les producteurs respectent ça. Et avec les produits indiqués. Que les Maliens n'aient pas peur. Bon, notre souhait, nous en tant que producteurs, c'est de pouvoir produire, nous nourrir les autres Maliens et même pouvoir en commercialiser pour satisfaire nos besoins. Bon, peut-être il y a certains côtés qui ne seront pas totalement satisfaits, mais en tout cas les Maliens seront nourris. Reste donc à prier afin que le ciel soit au rendez-vous jusqu'à la fin du mois de septembre. Amen. Sekou Konaté depuis Sikasso. En cette période de campagne de reboisement, les acteurs en charge de la protection de l'environnement ont déclenché une véritable guerre contre l'ensablement et le dérèglement climatique à Tombouctou. Comment stopper l'avancée du désert? Comment régénérer le couvert végétal sont autant de questions que les services techniques de l'État et leurs partenaires tentent de répondre par des actes. Yeya Tandina. Située à la porte du désert, la région de Tombouctou, de par son étendue, est étouffée par des dunes de sable, zone peu reboisée, moins d'arbres, donc pas de végétation. Et pourtant allongée par le fleuve Niger, et ce dernier est buté à l'ensablement. Face à la menace, plusieurs programmes et projets ont été mis en place par les autorités pour la régénération de la couverture végétale face au changement climatique. Et dans ce cadre-là, nous évoluons sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est l'axe de la sensibilisation, de l'information, de la communication pour le changement de comportement. Ensuite, nous intervenons dans un autre axe qui est dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie même des populations. Et ça se fait à travers les plantations d'alignement, les plantations d'ombrage, effectivement, comme là où nous sommes tout de suite, les bosquets et les espaces verts au niveau des périmètres irrigués villageois, des haies vives au niveau des périmètres maraîchers et maintenant des plantations effectivement de protection des digues dans le cadre de la sécurisation effectivement de la production agricole. En appuyant maintenant au groupement maraîcher en haies vives et arbres fruitiers. Et aussi appuyer les producteurs des plants en intrants et équipements. Et aussi reboiser les espaces verts au niveau de Tombouctou. Face aux phénomènes liés à la mauvaise pratique des hommes et la pression qu'impose la nature, des stratégies ont été développées en matière de lutte contre la déforestation et l'avancée du désert. Pour la région de Tombouctou, dans le cadre de la production des plants, on avait programmé la production de 200 000 plants, toutes espèces confondues. Et aujourd'hui, on est à environ 125 000 plants, c'est-à-dire environ 62% de réalisation. Dans le cadre maintenant de l'augmentation de la couverture forestière, on avait programmé effectivement de planter 300 hectares et actuellement, on est environ effectivement à 116 hectares.
Donc à peu près 45% de réalisation. Dans ces 116 hectares, il y a bien sûr effectivement la fixation des dunes intégrante, partie intégrante de ces réalisations-là. Le prix des dunes effectivement est un programme de développement du delta intérieur du Niger, notamment dans le cadre des plantations sécurisées. Ils ont réalisé environ une cinquantaine d'hectares. Nous avons reboisé l'espace vert de Kavala. On avait planté plus de 1000 arbres et aussi nous avons appuyé deux groupements maraîchers au niveau de Korémé, des arbres fruitiers, des haies vives tout autour du périmètre maraîcher pour vraiment éviter et aussi amener le changement climatique. Par la voix de ces acteurs en charge de la protection de notre environnement, il est du devoir de chaque citoyen de contribuer à redorer notre région de sa végétation et surtout assurer sa protection. Dans la cité des Rails, il y a eu le lancement technique de la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAF2 Mali. Signalons que le PRAF2 Mali est un financement conjoint à plus de 34 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Reportage de Pikaï Benogo Fofana. Améliorer la résilience des pasteurs et agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel, tel est l'objectif du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAF2 Mali. Un projet dont l'atelier de lancement technique de la deuxième phase a eu lieu ce mardi 30 août dans la cité des Rails, sera mis en œuvre par les services techniques partenaires. Le lancement technique, c'est pour que le projet, avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre et les bénéficiaires puissent bien comprendre les objectifs du projet, la stratégie d'intervention, les différentes activités que le projet va mener, ça va faciliter la mise en œuvre du projet. Cette activité est très nécessaire pour que les gens puissent comprendre bien le projet. Financé conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali à hauteur de 34,5 milliards de francs CFA pour une durée de 6 ans, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel dans sa phase 2 vise 5 350 000 bénéficiaires directs, dont 30% de femmes et jeunes. Cette deuxième phase a été motivée par la satisfaction de tous les bénéficiaires, pas du Mali, du Burkina, du Tchad, de la Mauritanie, du Sénégal et du Niger. PRAPS est dans ces 6 pays et donc tout le monde était satisfait des résultats de la première phase. Au sein de la zone du Sahel occidental qui nous concerne, car elle regroupe les régions de Kouloukoro, Nara, Kaï, Nioro et Kita, le PRAPS 1 Mali est intervenu dans plus de 50 communes. Ces diverses interventions ont permis de développer une dynamique partenariale basée sur le faire-faire et une approche d'ingénierie sociale. Notons que cet atelier de lancement technique de la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a regroupé les acteurs venus des régions de Kouloukoro, Kaï, Kita, Nioro et Nara. Restons à Kaï, l'Observatoire de développement humain durable ODHD partage avec les acteurs régionaux en charge de développement le contenu de son document intitulé « Le profil socio-économique des 703 communes ». Pendant 2 jours, les participants vont s'approprier du contenu du document à travers des présentations et des groupes de discussion. Balkissa Sadibou Chérifou Haïdara et Lassana Keïta nous font le point. Le profil socio-économique des 703 communes du Mali se veut un outil efficace au suivi-évaluation du développement socio-économique des communes. Pour le cas spécifique de la région de Kaï, le document révèle une situation socio-économique peu reluisante. Au niveau de Kaï, il y a un peu plus de tiers des communes de Kaï se retrouvent dans la pauvreté. Environ 34-35% des communes de Kaï se retrouvent dans la situation de pauvreté. Et il faut bien le préciser, c'est la pauvreté des conditions de vie. Ce sont des informations qui nous permettent d'aider à la prise de décision, au suivi et évaluation. Les acteurs étatiques, aussi bien que les acteurs de la société civile, ont besoin de ces informations pour intervenir. L'élaboration de ce rapport entre 2018 et 2021 s'est passée dans un contexte marqué, entre autres, par une insécurité persistante, un système éducatif fort perturbé et un faible accès des ménages à l'eau potable. Pour les autorités administratives de Kaï, ce rapport constitue un repère pour un meilleur développement de nos communes. Ce rapport se révèle être une mesure synthétique du niveau de développement de chaque commune et sur cette base permet des comparaisons tant au niveau des communes rurales qu'au niveau des communes urbaines. L'organisation de cet atelier illustre encore une fois de plus la volonté constante des plus hautes autorités de notre pays dans leur combat inlassable contre la pauvreté pour un véritable développement humain durable. La rencontre de dissémination qui dure 2 jours permettra aux participants de mieux s'imprégner du contenu du profil socio-économique des 703 communes du Mali. Cela à travers des présentations, discussions et travaux de groupe.
Merci, c'est donc la fin de cette édition de la mi-journée. Retrouvez à 20h Foussini Tunkara pour la grande édition. À très vite sur nos antennes.